Pour obtenir de grandes voix, la radiodiffusion a dû compter sur l'expertise de certains journalistes. Heureusement, 2 sont encore en vie. Odilon pour les anciens des années 80 et Tché pour les plus jeunes encore en activité. Ils rendent des voix ordinaires radiophoniques et conseillent ceux et celles dont les voix sonnent bien dans les transistors à bien dire. À travers le studio école, on offrait une véritable formation. Je suis d'abord très content, je me disais, ah bon, je crois qu'on m'a confié une responsabilité, il faut que je l'assume et bien. Donc j'ai déjà pris conscience, j'ai dit que ce n'est pas une chose facile. Alors je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de zèle. Et j'ai tenu comme ça, je crois, 4 ans, 4-5 ans rédacteur en chef, jusqu'en 85, après la mort de Sékou Touré. Alors le ministre qui était là, Zainoul Sanoussi Abidine, a fait un petit remaniement du staff et à la radio et au ministère. Je me rappelle, Issa Kondé était toujours le directeur de la radio, il appréciait ma voix et grâce à Tché, parce qu'un jour je parlais juste dans les couloirs de la RTG, Tché a entendu ma voix, c'est lui qui faisait faire les essais de voix aux nouveaux qui devaient venir à l'antenne. Tu vas beau être ancien à la RTG, mais pour venir à l'antenne, il fallait faire des essais de voix. Et un jour, on venait de lui confier une équipe qui faisait les essais de voix. Ils avaient commencé à peine une semaine. Et moi, j'étais dans les couloirs un jour, j'ai juste parlé. J'appelais quelqu'un à qui je dis, ah, il faut venir parce que il s'est arrêté. Il a dit, ça, c'est la voix de qui? J'ai dit, c'est moi. Il dit, tu as commencé les essais de voix? J'ai dit, non, je ne sais même pas qu'il y avait des essais de voix. Il me dit, dans ce cas, rejoins le groupe parce que cette voix-là, elle est radiophonique. Il n'y a rien à faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai été faire mes essais de voix. Et j'étais venue la dernière, mais j'ai fini la première. Quelqu'un a du mal à prononcer certaines voyelles, certaines consonnes. Vous avez appris. Pourquoi il ne faut pas les aider? Il y en a qui ne gèrent pas bien la respiration. Donc, comment faire? Depuis 2003, je présente. J'ai commencé par le flash. Mais il y a eu un problème aussi, hein? Il faut le dire. Quand j'ai commencé la présentation, j'avais très peur à l'antenne. Je respirais fort et ça se sentait dans la présentation. Le souffle. Au fait, j'avais peur, j'avais le trac, je tremblais, ça se sentait. Pour ceux qui étaient des professionnels de l'audio, à distance, quand ils m'écoutaient, ils savaient que j'avais le trac. Donc, c'était un combat aussi à mener et à gagner. Donc, à l'époque, Tati Maïmouna était la rédactrice en chef adjoint. Maïmouna Diallo, Madame Camara, elle m'a dit, Makeme, tu as une très belle voix, mais il faut que tu maîtrises le trac. Et quand tu as le trac comme ça, tu ne peux pas aller au journal. Donc, apprends à maîtriser ton trac. Et pour maîtriser le trac, ils en ont fait part à Tché, Mamadou Aliou Tché, qui est toujours là. Et Tché a dit, OK, pour maîtriser le trac, il fallait que je m'habitue à l'antenne. Et c'est comme ça qu'il m'avait mis à l'époque dans les avis et communiqués. Et il ne me laissait pas partir seul. Il m'accompagnait toujours. Quand il y avait des avis et communiqués, il avait un papier, j'avais un papier. Et souvent, quand il sentait que le cœur commence à battre, il me faisait « vas-y doucement » dans les signes que je comprenais. Et c'est comme ça que je suis allée petit à petit. J'ai pu maîtriser mon trac. Et après, on m'a remis dans les flashs d'information. Voilà. Pendant qu'on distribuait les postes, si je dois dire ainsi, on avait oublié mon nom, Zainoul. Donc je n'étais nulle part finalement. Alors, un de ses collaborateurs proches lui a dit, ah, mais où vous avez mis Odilon Théa? Ah, nulle part. Bon, c'était comme un petit embarras. Et finalement, on dit, ah, il faut le mettre au studio école. C'est ainsi que j'ai été nommé directeur du studio école. De la voix de la révolution encore, à Boulbinet. Vous aviez un studio école à l'époque? Oui, à Boulbinet. On a eu un studio. Il y avait un studio école, mais qui n'était que de nom. J'avais un grand frère là-bas, Tobo Gérard, qui est décédé, qui était chargé de ça, mais il était technicien. Donc il faisait de l'orthophonie, il allait seulement faire de la simple lecture.
Mais moi, quand on m'a nommé au studio école, j'en ai fait une vraie école. Parce que j'ai dit qu'il fallait que les journalistes qui viennent... Parce que généralement, quand on venait à la radio, on ne venait pas comme journalistes, surtout ceux qui sont venus après nous. Ils sont venus comme des étudiants ayant fini leur étude et on les affectait. Autant on t'affecte dans un ministère de l'agriculture ou de la santé, autant on affectait des étudiants, des gens ayant fini leurs études à l'information. Donc quand ces gens-là venaient, avec leur diplôme naturellement, parce qu'ils sortaient de grandes écoles, comme l'école nationale de Mania à l'époque, les universités, Cancan, il y en a qui venaient de Cancan, Julius Nyerere. Bon, quand ils venaient, il fallait quand même leur montrer le b.a.-ba du journalisme. Alors j'ai dit, puisqu'on a un studio école, ce n'est pas seulement pour lire, mais c'est aussi apprendre le métier. Ainsi, j'ai commencé à donner l'écriture journalistique, les différents genres de journalisme. Le journal parlé exige un travail véritable qui part de la collecte des informations à la présentation. Les signaux audio qui nous parviennent dans nos postes de récepteurs sont conçus dans un laboratoire fait d'hommes et de femmes. Le texte qui est dit est sans doute soigné. Et au cœur de ce processus, Tessema. Depuis 1994, il est le secrétaire général de la rédaction de la radio. L'inamovible, comme on dit, qui n'a presque pour famille ses collègues journalistes. Comme ça. Travail en synergie. Quand les deux ne sont pas là, je suis là. Quand l'un est là, je suis là, je travaille avec un d'eux. Et quand les deux ne sont pas là, j'assure. C'est quoi votre temps de travail par jour? Je suis là, des fois j'arrive ici à 7h, des fois j'arrive à 7h15 pour être là jusqu'aux environs de 21h. Après le magazine, après avoir fini d'arranger le magazine de 22h. Non, c'est la même allure. Hein. C'est la même allure, vous pouvez demander à n'importe qui. C'est la même allure. C'est quand, des fois, je suis un peu malade, on me fait remplacer. Même le dimanche. Je n'ai ni... je n'ai pas de dimanche. Je n'ai ni jour férié. C'est-à-dire quand les uns sont absents, quand les autres se reposent de l'autre côté, moi je suis là. Parce que je suis tenu, en tant que secrétaire général, je suis tenu obligé d'être là pour travailler avec les présentateurs qui sont là les dimanches. C'est vrai, il est là pour toute la maison parce que tout le monde le voit, mais lui, sa vie, c'est les 4 murs de la rédaction du journal parlé. Moi, je n'avais pas connu Tessema. Je suis venu, comme je l'ai dit, en 1994. C'était précisément en septembre 1994. Je suis venu. J'ai trouvé Tessema ici comme secrétaire de rédaction. Il se trouve que si le journal est prévu à 13h, le présentateur vient, le journal de 9h15, je le trouve là. C'est quand on aura fini, le journal de 9h15, moi je viens maintenant parce que j'ai des éléments à lui remettre pour le journal de 13h, on fait ça ensemble. Mais les dimanches, je ne sors pas de chez moi avant 10h, ce n'est pas négociable. Je suis là. Ça, tout le monde sait ça. Moi, je retarde. Mais les autres jours, dès que je commence, je retarde un peu, mon téléphone crépite. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut nous dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, des trucs comme ça. Des fois, on m'appelle, je suis en train de traverser Bambeto, des fois, on m'appelle, je suis au centre médical, là-bas, en train de m'embarquer, des trucs comme ça. Quand je retarde. C'est lui, si vous voulez, le gardien du temple. Voilà, tout le monde vient le trouver dans la maison le matin, tout le monde le quitte le soir. Le matin, il est pressé que le jour tombe pour que Tessema sorte de sa maison pour se retrouver à la RTG et plus précisément dans la salle de rédaction. Et il reste là jusqu'à 21h après le journal télévisé. Le véhicule qui ramène les gens, il rentre avec ce véhicule pour la maison.
et cela du lundi au dimanche. Ça, c'est tous les jours, sa vie, c'est là. Donc, c'est un monsieur qui a dédié sa vie à la RTG. Et puis, nous aussi, on l'a compris dans ce sens. On ne veut pas l'éloigner, quelles que soient les circonstances, parce qu'on pense que, personnellement, je pense que si on le sort de ce cadre, on risque de lui porter dommage. C'est comme aujourd'hui les crapauds vivipares de Monimba. Ça ressemble à ça dans la maison RTG. Vous les déplacez de leur cadre de vie, c'est pour leur créer des problèmes. C'est son cri de guerre, Pépé Calé. Osisi, Osaya. C'est pourquoi moi je l'appelle le plus grand muezzin du continent africain. Quand il est 19h à Kinshasa, c'est pas bon. Dès qu'il lève le ton, c'est un appel à la prière. C'est à juste titre que je les qualifie de musiciens de devoir. Pour vous donc, mesdames et messieurs, 4 orchestres de légende, 8 titres cultes. Dans l'embarras du choix, puisque Mamadou Batizo Bangoura et moi-même, nous avons eu beaucoup de problèmes pour choisir par où commencer, nous avons préféré opter d'aller par ordre alphabétique. Et c'est pourquoi je vais vous citer les orchestres programmés: Bala et ses baladins, Bembeya Jazz National, Orea Band National, Kélétigui et ses tambourini. Bala, c'est la lettre B, ça commence par BA. Bembeya, c'est la lettre B aussi, BE. Orea Band, HO et Kélétigui, KE. Mesdames et messieurs, nous commençons donc par Bala et ses baladins. Et le titre que nous avons choisi parmi toutes ces grandes chansons cultes de cet orchestre mythique, c'est d'abord Konyo Kura. Konyo Kura, enregistré en 1972, comme je vous l'ai dit, par Moussa Konaté Moïse, que nous saluons, nous remercions et que nous ne cesserons jamais de féliciter. Écoutez, un enregistrement pris sur une piste dans les studios D de la Voix de la Révolution. La qualité y est encore. C'est un des titres indémodables, un classique et un standard guinéen. Konyo Kura, Bala et ses baladins. Les merveilles du passé, antenne souvenir. La radio au service des acteurs culturels. Des programmes conçus pour entendre les plus belles expressions de nos traditions en chanson. L'idée est de convaincre le Guinéen à aimer les productions musicales et par-dessus tout, les vendre à une grande échelle. C'est pourquoi les journalistes et animateurs culturels de cette époque vont très rapidement se mettre au service des artistes les moins connus des années 80 et 90. Leur démarche tranche avec les choix actuels qui semblent porter sur les célébrités. L'histoire de Sono Mondial commence par, allons par étapes. Musique comparée deviendra au fil des années interprétation comparée. Après, les merveilles du passé, que je continue d'ailleurs d'animer jusque-là, je crois. À part Prudence sur la route de mon ami Diallo, je pense que nous battons le record de longévité en émission aujourd'hui à la radio. Je salue d'ailleurs Diallo, qui se moque souvent de moi, Prudence sur la route. Donc les merveilles du passé continuent. Donc c'est parti comme ça.
Et quand la nouvelle grille de 86 est une année vraiment repère, toujours avec Cheikh Fanta Madi Condé, quand ce comité interministériel va asseoir maintenant la nouvelle grille de la radiodiffusion nationale, qui était d'ailleurs la seule radio dans le pays, et le hit parade international va figurer. Et là aussi, la direction va me faire appel. Mais pour le départ, ils vont dire non, tu pourras débuter avec Papa Salès Camara, paix à son âme, qui animait les émissions en langue anglaise, parce qu'il s'agissait de variétés internationales qui donneraient des commentaires en anglais et autres pour avoir un plus large auditoire. Et avec Alibaba Diakité et Issa Condé, nous allons être 4 à lancer ce hit parade international. La Deutsche Welle nous envoyait des bandes. Il y avait le hit parade Euro Music, RFI en faisait de même. Et à l'époque, c'était Canal Tropical. Ces bandes enregistrées, c'est des bandes analogiques. Hein. Je parle aux anciens et pour les jeunes, il faut bien dire. Ce n'est pas les cassettes. On n'est pas encore arrivé aux cassettes et aux CD. Donc, c'est de ces éléments sonores que nous allons nous servir, tout en priorisant la musique guinéenne. Parce que jusque-là, il n'y avait pas un étalon, si vous voulez, un baromètre pour jauger la musique guinéenne, que nous étions chargés d'office de promouvoir. Mami Wata, mélodie et rythme high life qui nous est venu du Ghana. Demba s'en est approprié et il y a eu donc cette touche guinéenne sur un high life tout particulier qui a fait également le tour du monde et qui a connu un grand succès. Aboubacar Demba Camara, comme le disait l'autre, il était venu et il a fait des choses bien avant que les autres ne le fassent, c'est-à-dire il faisait le show avant la lettre. Tout y est. Après, c'est ce hit parade international qui va devenir la sono mondiale. Parce que là aussi, le concept de sono mondiale ou world music, parce qu'en fait c'est un peu cela, avait pris place dans l'espace médiatique, culturel, mondial. Alors, tout de suite, j'ai adopté sono mondial. Là, maintenant, j'étais l'animateur attitré. ABD, lui, il avait Africa Dance. Il savait en direct avec les artistes du peuple. Et tout se passait le samedi. Apalamaya, ulam pura daga. Ouais quoi. Kanilang pihiway. Naler. Woi, woi sama dai. Woi ayoy. Woinga. Menelati. Molate. Mama Jenabe. Nsegela. Ramoti Mosa. Ici, un Mohamed Salif Keïta. Papier, plume, parole. Je salue. C'est vrai, l'artiste naît avec des talents. Il peut être doué. Mais je salue Mohamed Salif Keïta d'avoir fait exploser Alassane Bari. Je salue ABD. Je cite des exemples parmi mille, d'avoir fait exploser, parmi ceux qui ont fait exploser Ibro Diabaté. Parmi, hein, on ne fait pas tout. Je me réjouis, à mon tour, d'avoir fait la même chose pour certains, comme Bambino,
comme la génération de Kerfala, des trucs, j'ai fait la biographie de tous ces gens que j'ai tiré, je ne le regrette pas aujourd'hui. La fête va commencer. Mon merci là, tu vas découvrir ça. Ça s'appelle Mama yo, Mama si den temouré. Amamara. Mama, sina la 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 timuri, sina la 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 timuri. Mama yo, mama, sina la 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 timuri, sina la 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 timuri. Koni gine mo kele nankota, naga gine mo kele genibu. Awantan fanyi saramibe Adoma fanyi somi Aira konto Philippe Mima Adi 1000 francs somi Aga 1000 francs Mima. Et comme nous étions pardon, un trio, c'est la nuit, quelques heures de la nuit seulement qui nous séparait. Donc, et le ministre Zainoul, je me souviens, va nous appeler et nous intimer. Il dit, vous savez, aujourd'hui au niveau du service des sports, on a eu des grands reporters. Et parce que lui, il était membre de la Fédération guinéenne de football. Je me rappelle de cette expression. Il faut des grands reporters pour faire des grandes équipes de football ou des grandes équipes sportives. C'est vrai qu'on a eu 3 coupes avec le Afia Football Club, mais il y avait des journalistes reporters derrière. Et la Guinée à ce niveau, depuis les doyens Mongo, paix à son âme, Feu Petit, tout petit, Abdoulaye Sylla, et toute cette vague qui a suivi jusqu'à Boubacar Kanté, paix à son âme, Kabinet Kouyaté, et Paté Diallo, paix à son âme, les Kaoussou Djabi, les Fodebouya Fofana, Cheikh Fanta Madi Kondé. Et voyez-vous, on a eu des reporters vraiment qui ont fait des émules. Alors Zainoul tenait à ce qu'on ait une section culturelle de choc. Je me souviens même qu'il nous faisait visionner même l'élection Miss Côte d'Ivoire pour nous en inspirer. Et nous, à l'époque, Internet n'existait pas. Il fallait écouter les autres. Un animateur culturel, c'est quelqu'un qui présente un journal à sa façon. C'est un journal. Parce que la musique qu'il doit mettre, l'auditeur, il faut que l'auditeur sache qui chante le morceau, pourquoi il a chanté le morceau, à quel moment il a chanté, qui a accompagné, qui n'a pas accompagné. Pourquoi il a chanté ça. C'est ça qui manque actuellement. J'ai écouté beaucoup des animateurs ici, ils me sont marqué la musique. Bambino a chanté sur ce point. Ankaïn a chanté. C'est une information que tu donnes. Et c'est ça qui était la force d'ABD, c'est ça qui était la force de Jeannot, c'est ça qui était la force de Moussa Mara, c'est ça qui était la force des autres animateurs qui étaient avant. Nous, on a connu Zitanila, moi j'étais à l'école, les Diblo Dibalala, c'est grâce à ABD, nous on a connu, qui est le guitariste, le Rose Mabélé, Dali Kemoko. Tout ceci, les Sok Bembeya, même qui met un morceau là, celui qui accompagne, qui dit ouais, celui qui accompagne le morceau, c'est ça la différence entre nous actuellement. Aujourd'hui, on met une musique, Kefra Kanté ou bien Sogo Bambino a chanté, ni fait, point. Où on va? Pourquoi il a chanté? Quand est-ce qu'il a chanté? Avec qui il a chanté? Qui l'a produit? Qui l'a arrangé? Il n'y en a pas. Il y a alliance entre l'animateur et le journaliste culturel. C'est le journaliste qui écrit, qui rédige, qui recueille, si vous faites, vérifie et traite l'information. Bon, donc c'était la même chose. Donc ce trio aussi a vraiment fait légende. Et vous vous souviendrez d'ailleurs que beaucoup d'artistes zaïrois, congolais nous citaient dans leurs chansons.
et certains artistes guinéens, sans qu'on ne le demande, hein, on n'a pas demandé. Parce que l'écriture était difficile. Il fallait écouter les animations des autres sur les radios que je viens de vous citer, décrypter rapidement, acheter des journaux, il n'y en avait pas beaucoup, prendre des bios des artistes, aller chez nos artistes guinéens faire les bios. Là, je crois, je ne le regrette pas. Chacun de nous a eu à faire beaucoup de biographies de beaucoup de nos artistes aujourd'hui qui sont devenus célèbres. Voyez-vous? Mais nous sommes allés à la source. Trouver certains avec leur maman, le papa, écrire, décrypter, venir, faire les bios. Ça a servi de pressbook à certains de ces artistes. Et voilà. Mais la passion était toujours là. Le Son Paris, Harrison Paris, je veux dire, et au studio Caroline. Le mixage au studio Harrison Paris, 48 pistes digitales. Ça vous fait, s'il vous plaît, 10 minutes 30 secondes. On ne peut pas finir tout ça. C'était une découverte à faire. On aime la variété. Même en cas de panne, alors que techniquement c'était très difficile, je veux vous dire que des fois on venait même avec notre appareil cassettophone, avec certains magnétos en panne, où on préenregistrait les sélections. Nos techniciens étaient tellement talentueux qu'ils arrivaient, et quand j'ai dit ça au Canada, à Radio-Canada, ils ont pris note, ils disent non, ça aussi c'est le génie des Africains. On prenait la sortie au parleur de nos cassettophones pour injecter dans un des magnétophones du studio et le mettre en mode enregistrement. Quand vous le mettez en mode enregistrement, peut-être le technicien comprend de quoi il s'agit. Ce son va directement sur la console. À l'antenne. La vie du ballon à l'échelon le plus élevé. Les déceptions vous attendent au coin des stades, comme ce qui s'est passé avec les Blanquis Célestés, Bleu ciel et blanc, devant les Lions indomptables du Cameroun. Les Guékés, comme on les appelle là-bas à Paris, ont fait oublier le tango aux Incas en les obligeant à danser le Makossa de Douala ou de Kassomba. Et que la fête continue pour les Lions en rugissant dans les bonbonnières italiennes. Oui, ça ne nous surprend pas. Deux musiciens camerounais, Essome Emmanuel et Guy Bilong, ont chanté Mondial 90 pour supporter les Lions indémoctables. Hier, c'était la fête à Conakry aussi, comme à Douala, Yaoundé, Bafoussam ou Garoua. Tous les bistrots, bar dancing et boîte de nuit ont vibré au rythme du Makossa et du Makassi pour saluer la victoire camerounaise. Nous savons qu'il y a même une équipe de supporters à Conakry avec en tête notre ami Istokera de la Sonag. Entrée directe du Cameroun. Guy Lobé, coucou. Si tout le monde faisait ce bilan, on finit une journée, on rentre à la maison, dès qu'on tombe dans le lit, on essaie de revoir tout ce qu'on a fait et qu'on se demande qu'est-ce que j'ai apporté aujourd'hui à mes auditeurs? Quelle connaissance j'ai aujourd'hui donnée à certains de mes auditeurs? Je pense que beaucoup trouveront qu'ils n'ont pas apporté grand-chose. Beaucoup. Ouais, aujourd'hui, l'option pour les jeunes, c'est l'amusement. Mais je reprends ici ce que mon ami Idrissa Kamara, paix à son âme, aimait dire. Mais vous n'allez pas sortir de l'université et venir dans une maison de radio ou de télévision, dire que vous allez faire dans cette maison de radio ou de télé ce qu'un profane fait, n'est-ce pas, dans le quartier. L'amusement, animation, ceci et cela. Pour moi,
pour moi. Beaucoup de jeunes qui viennent à l'animation cachent leur insuffisance sur le plan professionnel ou bien même en culture générale. Je souhaiterais qu'ils le fassent, qu'ils aillent à la source. Comme je vous l'ai dit, c'est la règle élémentaire d'ailleurs que je vous ai dit. Vous allez recueillir, vous venez traiter et vous passez à l'étape suivante. Vous pouvez faire vos commentaires, mais dans les règles. Il ne s'agit pas de commenter aussi. Et surtout, l'honnêteté. Pas de dire la vérité, mais d'être honnête. L'honnêteté est importante. Donc, je leur dis de le faire. Et mieux, quel est le directeur qui nous disait, vous n'avez rien à gagner en faisant des commentaires ou en reprenant des textes sur des artistes, excusez-moi, hein, comme Michael Jackson, comme d'autres que je ne citerai pas dans la sous-région, qui sont déjà célèbres. Vous ne gagnerez rien. Mais vous gagnerez toujours en allant dans les fins fonds de nos villages, prendre un artiste en herbe, recueillir les informations, l'aider dans le développement de sa carrière, même si ce n'est pas votre travail ça, mais le préparer une équipe autour de l'artiste en question et de le mettre en exergue et le présenter au public. Je citerai beaucoup d'exemples sur ce plan. Ils sont là depuis 6 heures du matin avec leurs sandwichs et des bouteilles d'eau. Chacun veut être témoin des grandes péripéties de cette finale. Kebendo, avec son vélo magique, égaye la foule par des acrobaties fantastiques. C'est l'alter ego d'Ajax Dakra. Même engagement dans le domaine des sports. Les journalistes sportifs ne sont pas de simples commentateurs de matchs, mais de véritables acteurs qui travaillent au succès des équipes nationales. Nous servions pratiquement toutes les disciplines. Et le football en grand trait, comme on dit, c'est le sport roi. Ah oui, parce que ce que je disais, nous étions un peu partout dans tous les championnats, nous étions un peu partout dans toutes les organisations sportives. Et naturellement, nos critiques portaient. Nous étions considérés comme des acteurs participatifs à la cause du sport. Et cette participation a amené d'ailleurs un langage courant chez nous. Il n'y a pas de grandes équipes sans grands journalistes. Voilà. Et vous avez vu les résultats. Il y avait peu de moyens, il y avait beaucoup de motivation, mais il y a eu de grands résultats. Le FIA Football Club, le Auréa Athletic Club, c'est des clubs qui ont été des champions au niveau de l'Afrique. Hein. Vous êtes obligé de couvrir toutes les disciplines sportives, y compris le tennis de table. Vous êtes obligé de tout couvrir parce que tout était là. Il y avait le basket, il y avait le volley, il y avait le AFIA, mais il y avait les équipes nationales de basket, de volley. Tout était ensemble. Imaginez-vous, à l'époque, on disait que les routes n'étaient pas bonnes. À l'époque, mais vous êtes obligé, si par exemple Gawal devait jouer à Mamou, ou à Mali, ou à Tougué, dimanche, vous êtes obligé de partir de Gawal vendredi, parfois jeudi, à bord d'un camion Gilles russe pour aller jouer le match et revenir. Et l'équipe que vous devez recevoir le dimanche d'après, elle répondait, elle arrivait dans les mêmes conditions. Je me rappelle une fois, c'était quoi? On est parti de Gawal samedi,
à 20h pour arriver à Labé à 7h du matin. 190 km. 7h du matin. On arrive chez le président de la Ligue, Mbalouma Diakité Guilao, qui était le président de la Ligue. Il nous dit où vous allez. On dit non, on va à Tougué. Il dit est-ce que vous avez bien regardé le programme? On dit en tout cas le programme que nous avons c'est Tougué. Il dit non, je crois que vous vous êtes trompé. Le programme, vous devez jouer à Koundara. Il est 7h du matin. Il dit je vous donne le petit déjeuner. Déjeunez rapidement et vous reprenez la route. Parce qu'il n'y a pas de forfait. Koundara vous attend. C'est le nom. On a pris le petit déjeuner, on a fait le... Imaginez que Koundara est derrière Gawal. Koundara est à 117 km de Gawal. On a quitté Labé à 8h, on est arrivé à Koundara à 15h, on a joué le match à 16h30 et à 19h, on a quitté Koundara pour entrer à Gawal vers 2h du matin. À 7h, on était avec nos tenues, on était en classe. J'ai couvert les matchs au niveau de la Guinée, c'est-à-dire championnat, tous les matchs, les combats. J'ai fait un monde de vidéos, le combat de, ça c'est les derniers d'ailleurs peut-être, de Béa, champion de boxe. J'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai fait les Cannes. J'ai fait les clubs champions, j'ai fait la Coupe d'Afrique de clubs, les femmes, enfin tout. Oui, avril 97, les éliminatoires de la Coupe du Monde 98, un match fou contre le Nigeria au National Stadium Surulere. Je suis parti avec l'un des meilleurs techniciens de la Voix de la Révolution de la radio à l'époque, Moussa Moïse Kondé. On a pu faire un direct radio-télé à partir du stade de Surulere en 97. Donc les deux. Et lorsque vous vous retrouvez dans une telle posture, vous savez, le débit à la radio n'est pas le même à la télé. Donc vous devez prendre la médiane de manière à contenter et les téléspectateurs et les auditeurs. Il y a un match qui s'est incrusté dans ma mémoire et que je n'oublierai pas peut-être jusqu'au jour de mon destin. C'est la qualification de la Guinée pour la Coupe d'Afrique des Nations 1994 à Tunis. Il fallait faire un match d'appui contre le Burundi à Libreville. Et moi, j'ai été choisi pour aller narrer cette rencontre en direct. Et c'était après au moins, je ne sais pas, 10, 12 ou 13 années d'absence de la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons à Libreville. Il y a eu un coup d'État au Burundi. Nous avons pensé que ça allait être du beurre à couper. Plutôt, ça a galvanisé les Burundais. Et j'étais avec Omar Dieng dans ce reportage-là. Il y avait d'autres journalistes comme Feu Al-Khali Mohamed qui est en langue nationale, paix à son âme. Il y avait Maître Nabi qui était le coach, actuel président du comité national olympique et sportif guinéen. Nous avons joué à Libreville. Un match pathétique, difficile. Pour la première fois dans ma carrière de reporter, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que c'est sur un fil de rasoir que nous sommes qualifiés. Je peux dire même grâce à Dieu, grâce aux bénédictions. Il y a eu des petites histoires d'abord entre les joueurs avant ce match et tout cela. Et nous sommes qualifiés au tir au but. Et le dernier tir au but, il y a eu un Guinéen qui est tombé en syncope. Il a fallu qu'on l'envoie à l'hôpital. Nous étions dans la cabine. Moi-même, je n'ai pas osé regarder
ce tir qui nous qualifiait, c'est quand j'ai entendu les cris, j'ai ouvert les yeux, j'ai pleuré. Donc, cette qualification-là m'a marqué pour de bon. Radio, un média pour la vie. Un média pour la vie, vu son importance. Dans toutes les préfectures de la Guinée, moi je l'ai fait, dans certaines sous-préfectures même, je l'ai fait. Aucun journaliste sportif ne vous dira qu'il l'a fait. Moi je l'ai fait. Parce que je suis fils de l'intérieur du pays. Je suis né là, j'ai grandi là, c'est les études universitaires qui m'ont amené à Conakry. Donc je vis l'intérieur du pays. Même aujourd'hui, si vous me dites d'aller à l'intérieur du pays pour servir, mais j'y vais avec plaisir. Quand Souleymane gagnait son ballon d'or, j'étais au service des sports en ce moment-là. Oui. Souleymane Chérif, avant que je sois au sport, avant que je sois au ministère de l'Information et de l'Idéologie, j'allais au stade. J'ai vu Chérif Souleymane jouer avant de reporter des matchs avec lui dans les derniers moments d'ailleurs de sa carrière footballistique. Hein. Chérif Souleymane, il était un joueur complet, puissant, très jovial, très coquin. Hein. Et quand vous êtes avec lui, vous ne vous ennuyez pas. Donc, il crée le contact. Il crée la familiarité entre vous. Nous étions des intimes et il était intime à la plupart des journalistes. Ballon d'or africain, ballon d'or guinéen. Je pense que celui-là aussi est une marque pour la Guinée. Feu Collègue, par exemple, personnel, ordinaire. Jacob Bangoura, ordinaire. Mais des grands joueurs. Petit Sori, ordinaire également. Très grand joueur. L'ancienne génération et puis la génération qui a suivi les Beken, les Bangali, paix à son âme, nous étions des amis. Nous les critiquions. Mais il n'y avait aucune rancœur. Il n'y avait pas d'animosité, non. Parce qu'ils savaient que ces critiques-là étaient fondées et ces critiques-là les aidaient à transcender les lacunes qu'ils avaient. Voilà. Depuis 2005, les ondes sont libéralisées en Guinée. La parole se libère davantage, les contenus éditoriaux sont diversifiés, ce qui offre la possibilité au public de choisir en fonction des goûts. Mais tout ne se passe pas exactement comme on pouvait l'espérer il y a 15 ans. Et cela a plusieurs explications pour ces doyens de la presse nationale. Mais je dis encore aujourd'hui le problème que nous avons avec la jeune génération, parce que les temps sont modernes, il y a toutes les technologies aujourd'hui qui vous permettent d'avoir tout ce que vous voulez sur place. Donc il n'y a pas d'effort. Il faut connaître, il faut apprendre, il faut aller avec les autres, être à côté des autres, être à côté des aînés, écouter les autres radios, qu'elles soient nationales ou internationales. Regarder les autres télévisions, qu'elles soient nationales ou internationales. Lire les journaux. Accepter d'échanger. Accepter de se confronter. Accepter de travailler en équipe. Ce que je déplore peut-être aujourd'hui, c'est un peu la rigueur qu'on a abandonnée dans ce métier. C'est un métier qui est ouvert aujourd'hui à tout le monde, c'est-à-dire que la plupart des dernières générations que nous recevons dans nos salles de rédaction, on constate que c'est des enfants qui viennent à défaut, c'est-à-dire
c'est la porte la plus ouverte, la plus facile. Au lieu d'aller dans les mines ou bien aller ailleurs, bon, je peux aller dans le journalisme. Ils ont un rêve fou et ils viennent, tu sens qu'ils viennent sans repère. Comme je l'ai dit, nous on est venus avec des repères. On a d'abord aimé le métier à la maison, devant la cuisine, en classe. On a aimé des repères, des grandes voix et on a voulu les imiter. Et pour les imiter, il fallait se forger toi-même. Justement, il y a un fait que je veux souligner aujourd'hui, c'est ce qui manque aux jeunes aujourd'hui. Et je dis souvent aux jeunes filles avec lesquelles je suis membre de l'association, je dis, les jeunes journalistes maintenant pensent que ce métier a commencé maintenant avec eux. C'est-à-dire qu'ils occultent le fait qu'il y a eu des journalistes avant moi, avant mes aînés à moi. Et je l'ai dit une fois à l'association des jeunes filles dans laquelle je milite, je leur dis, vous savez les filles, il y avait de grandes présentatrices de vedettes de télévision avant moi, avant mes aînés à moi, avant les aînés de celles-ci. Il ne faut pas qu'on les oublie. Parce que si vous les oubliez aujourd'hui, on vous oubliera aussi demain. Est-ce que vous connaissez Tanti Mado Maka? Est-ce que vous connaissez Adia Tousso? Est-ce que vous connaissez Madina Ba? Est-ce que... Elles ont existé, elles ont travaillé, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La seule différence peut-être, c'est aujourd'hui le canal qui a évolué. Ça c'est normal parce que la technologie évolue. Et tout le monde ne peut pas être parfait, mais parmi eux quand même, il y a de très bons journalistes que nous écoutons. Mais il faut dire aussi que ceux qui ont choisi d'être journalistes, il y en a qui n'ont... Est-ce que c'est par vocation qu'ils le sont devenus ou est-ce qu'ils ont trouvé dans le journalisme un débouché? Il fallait, comme je ne peux pas travailler ailleurs ou pas aller ailleurs, bon, moi je vais être journaliste. Alors, donc, ce qui leur manque souvent, c'est la formation de base. Il y en a qui n'ont pas... Parce que le journalisme, ça demande une culture générale quand même assez parfaite, une culture générale. Et s'il n'y a pas ça, bon... Parce que les gens pensent que dès lors qu'on parle à la radio, on met de la musique pour ceci, cela, on est devenu journaliste. Non. Le journalisme, c'est le reportage. C'est celui qui sait voir, c'est celui qui sait décrire. C'est celui qui sait s'approprier l'information en tant que telle et la transmettre à qui de droit, autrement dit les auditeurs ou les téléspectateurs. Du coup, c'est vrai qu'elles ont révolutionné le métier parce qu'on a vu vraiment une floraison de radios qui ont permis aux gens de s'exprimer. Mais ce que je déplore dans cette floraison, c'est que ces médias ont été en avance sur les hommes. Il y a eu la création de ces radios, la libéralisation des ondes. Les hommes de médias sont venus, les hommes et femmes de médias sont venus, mais sans aucune formation. À l'époque, en 2005, la plupart des gens qui étaient venus, excusez-moi, c'est le type ou la dame qui est là, qui n'a pas eu de boulot quelque part, qui se dit, bon tiens, je vais aller me jeter dans la profession. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait encore des filières de journalisme dans notre pays. Donc, toi au moins, on s'exprime un peu bien, comme on le dit en français, ou le bonhomme qui est le DJ du coin, qui anime la nuit dans une boîte de nuit, qui sait tenir un micro, il pense qu'il peut venir au journalisme. C'est ce qui s'est passé en Guinée. C'est de là-bas que, si tu veux, les dérapages ont commencé. Il faut réclamer la formation aux propriétaires même des médias, des organes. Il faut chercher la formation avec les institutions qui militent en faveur de la qualification des journalistes. Je pense que si on est sur ce chemin-là, c'est sûr, nous serons qualifiés, c'est sûr, nous allons bien informer, c'est sûr, nous n'aurons aucun problème avec aucun Guinéen, moins encore avec les tribunaux de ce pays-là. Voilà. La jeune génération, c'est comme s'ils sont venus par défaut. S'ils n'ont pas leur transport ou leur nourriture, ils bâclent le travail. Donc, moi, en ce sens, je dirais que technologie, oui, évoluer, mais niveau des jeunes journalistes d'aujourd'hui, franchement, ça laisse à désirer. On a mis un peu
la charrue avant les bœufs. Et c'était un acquis quand même. C'était un acquis parce que ça changeait beaucoup de choses du point de vue, en tout cas, sociétal, démocratique. En Guinée, les gens ont pu s'exprimer, les gens ont pu dire, se défouler. Mais les hommes qui menaient cette barque n'étaient pas outillés pour la mener à bon port. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ratés, tout en reconnaissant qu'il y a vraiment de bons journalistes. Ceux qui en ont eu vraiment la vocation, ils le font avec plaisir, ils le font vraiment avec conviction. Ce n'est pas un débouché, et ainsi de suite. Et pourquoi encore? Parce que les radios privées aujourd'hui, parce que je parle de la radio parce que c'est mon domaine, les radios privées aujourd'hui, bon, les employeurs là-bas ne sont pas très sérieux. Parce qu'ils ne prennent pas ces jeunes-là comme des journalistes, ils les prennent comme des gens qui viennent seulement les arranger. En ce sens qu'il n'y a aucun contrat, à ce que je sache, qui lie ces journalistes-là aux propriétaires de la radio. Et ça rend souvent le travail difficile. Et finalement, les gens parlent comme ils veulent. Le journaliste doit être quelqu'un de formé. Parce que le journalisme, il faut le reconnaître, c'est une science avérée. C'est une science avérée. C'est-à-dire qu'on n'y va pas comme si on allait à un jeu. C'est une science exacte en fait. Et elle a des techniques. Il y a des techniques de journalisme. Et quoi que l'on dise, il faut avoir le b.a.-ba. Il y en a qui ont un don, on dit, il y en a qui ont un don, qui viennent dans notre profession et qui excellent et tout. Mais quelque part, tu trouveras toujours une faille. Donc, que ce soit en radio ou en télévision, et aujourd'hui en presse en ligne, en fait, c'est le canal qui diffère, mais la base est la même. Il faut avoir quand même des notions de journalisme et une base de notre profession. En termes de formation, il y a des vides. Il y a des vides à combler. Mais ça, ce n'est pas lié à l'exercice forcément du métier. C'est lié au système éducatif guinéen. Puisque nous sommes là, depuis l'école primaire, les gens ont raté la base. Ils ont évolué avec cet art. Malheureusement, ils ne prennent pas conscience. Voilà, parce que la formation jusqu'à un certain niveau, on est élève. Arrivé à un certain niveau aussi, on dit on est étudiant ou on est formé, donc c'est nous qui devons nous former. Mais le plus souvent, les étudiants guinéens, ceux qui nous viennent, il y en a plein qui viennent parce qu'ils veulent trouver tout de suite un débouché. Ce n'est pas par amour. Ils viennent dans le métier, c'est parce qu'ils sont restés assis longtemps, ils n'ont rien trouvé. Donc il faut quand même trouver un point de chute où le matin on peut se réveiller, aller. S'il y a des opportunités d'avoir peut-être de l'argent, on gagne l'argent et puis le reste, ce n'est pas son problème. Si vous initiez des séances ou des sessions de formation, vous n'avez qu'à le faire peut-être les faire en une journée. Si vous étalez ça sur 2 à 3 jours, vous risquerez de vous retrouver seul. Le journalisme est un métier qui n'enrichit pas. Je ne dis pas que le journaliste doit être pauvre, non. Je suis contre cela. On doit pouvoir vivre de notre profession de façon décente, de façon digne, de façon indépendante. Quand on est indépendant de la vie de quelqu'un d'autre, on est heureux. Et on est respecté. Tellement à faire dans ce pays-là. Il y a tellement à faire, surtout au niveau de la population, dans le domaine du développement surtout, l'agriculture, la santé, l'éducation. Souvent, les gens ne voient pas le vrai problème de la Guinée. Tout est concentré sur la politique. Tout. Donc, quand vous avez écouté 2 ou 3 radios, 2 ou 3 émissions interactives, vous allez vous rendre compte que c'est presque la même chose. Aussi bien dans les langues nationales, d'ailleurs c'est un peu plus grave d'ailleurs. Et les gens, quand ils interviennent, on a l'impression que
C'est des gens qui veulent se défouler. Ils laissent les problèmes de côté, mais ils se défoulent. Et généralement, ce qui m'inquiète, moi surtout, c'est quand ça prend l'allure un peu dans les radios actives, dans les émissions interactives, quand ça prend un peu la teinte ethnique. Il y en a beaucoup et ça me fait plaisir quand je vois beaucoup de gens de la RTG que j'ai formés et qui sont aujourd'hui, je suis fière de dire que Tété Keita, l'actuel chef de cabinet, elle est passée à mon école. Aminata Sangaré qui anime des débats à la RTG, Fana Souma à la télévision, tout ceci c'est des gars qui ont commencé en fait à la radio avant d'aller à la télévision et beaucoup d'autres, Yaya Silla qui fait des reportages à la RTG, beaucoup d'autres qui ont accepté de nous écouter comme nous avons accepté de le faire avec nos anciens. Et il n'y a que les médias ne servent pas forcément la population. On dessert beaucoup plus les populations qu'on les sert. Que ce soit public et privé. Je m'explique. Les médias doivent répondre aux attentes de la population. Quels sont aujourd'hui les besoins de la population guinéenne en termes d'information, en termes de contenu médiatique? Nous ne le savons pas. Nous les imposons des contenus. Quand vous regardez les dernières statistiques de la HAC, c'est 27% orientés vers la politique. Tout est politique. Est-ce qu'on a besoin de la politique? Forcément. Nous avons un besoin de formation, nous avons un besoin de renforcement des capacités, nous avons un besoin d'équipement aussi, parce que de conscientisation même de la profession. Tant qu'on ne sait pas quelle est la perception que nous faisons de nous-mêmes en tant que journalistes, quel est notre rôle, quelle est la perception que nous avons de nous? Est-ce que nous sommes des militants? Est-ce que nous sommes des serviteurs du peuple? Est-ce que... Voilà des questions. Voilà. Mais si déjà, on voit qu'on se considère parfois, il y en a qui se considèrent comme des militants. D'autres se considèrent comme des serviteurs du peuple. Et d'autres se considèrent comme des simples informateurs. Vous avez vu? Etc., etc. Donc c'est cette perception qu'il faut travailler. Peut-être c'est ce qui manque un peu, c'est de mettre un peu, si vous voulez, réunir les conditions d'exercice de ce métier pour permettre à chaque journaliste de pouvoir travailler de façon consciente, de façon professionnelle et dans le but de satisfaire les citoyens. Pendant ce temps, la radiodiffusion d'État connaît un véritable problème de contenu et de production. Et les journalistes de la maison sont conscients de ce qui reste une faiblesse pour un média qui est resté longtemps le seul dans le pays à informer, divertir et éduquer. Les émissions n'appartiennent pas à la maison. Peut-être dans la grille des programmes, ça appartient à la maison, mais la faisabilité, le suivi, c'est des gens. De sorte que vous abandonnez votre émission, vous ne verrez personne vous demander pourquoi vous n'avez pas produit. On suit, par exemple, RFI, qui est une référence pour nous, pour toutes les radios des pays francophones. Les émissions n'appartiennent pas à quelqu'un. Quelqu'un peut quitter ou alors il peut prendre son congé, il peut être tombé malade, il peut avoir des congés, mais jamais l'émission ne s'arrête parce que tout simplement le producteur principal n'est pas là. C'est parce que c'est pour la maison. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et je pense que dans les autres radios aussi, c'est la même chose. Quand les gens créent des émissions, il y a toujours des relais. N'est-ce pas? Quelqu'un ne va pas quitter avec son émission. Voilà. Donc moi, c'est ce côté, c'est ce que j'aime comme regret. Moi, je pense que c'est lié au leadership, voilà, à la manière dont la maison est gérée. Le point faible, c'est la production radiophonique. Nos jeunes n'ont pas bien la maîtrise de la production radiophonique. Voilà. Donc, pour toute émission, si vous n'avez pas d'abord l'objectif, qu'est-ce que l'auditeur ou le téléspectateur doit savoir, doit connaître après votre émission, si vous n'avez pas ça, vous avez raté. Et dès que vous choisissez d'abord le thème, pourquoi d'abord le choix du thème? Pourquoi vous avez choisi un thème? Alors, est-ce que ça répond à une préoccupation?
pour que ça intéresse les auditeurs. Un média de service public doit être beaucoup plus performant qu'un média privé. En réalité, il doit être beaucoup plus performant que les médias privés. Mais c'est le contraire qui se pose pas en Guinée. Les médias privés sont beaucoup plus performants en termes de contenu, en termes de créativité, en termes de productivité, en termes d'approche de traitement de l'information que les médias de service public. Alors que c'est eux qui bénéficient de fonds publics. C'est eux qui devraient être la source d'information des médias privés. Tu vois? Cela n'empêche pas qu'ils gardent leur statut de médias de service public. Ils ont tous aimé la radio et continuent de croire qu'elle résistera encore au progrès ô combien accéléré de la technologie. L'avènement de la presse en ligne à la suite de la télévision qui a elle aussi subi plusieurs mutations a tant soit peu tenté de faire oublier la radiodiffusion. Mais juste tenté, puisqu'elle reste encore la plus accessible dans les pays comme la Guinée. Tant mieux pour ces passionnés de la radio qui dorment avec. Radio à vie. C'est d'ailleurs à juste raison. Si la radio ne les a pas rendus riches, ils restent fiers des reconnaissances et des découvertes qu'ils ont pu faire. 47 pays sur les 55 que compte le continent, dont certains, comme le Maroc ou le Sénégal, où j'ai été au moins une cinquantaine de fois. Donc je suis fier d'avoir... j'ai vécu intensément ma passion. Intensément. Je suis fier, mais je suis fier de mon maître, Pathé. Vous êtes en contact régulier avec des personnes de tous bords, des personnalités, de hautes personnalités, même des gens du bas peuple. Et cela enrichit votre bagage. Parce qu'avec la diversification de ces rencontres, cela va sans dire que vous aussi vous apprenez. Et l'ambiance dans les salles de rédaction, vous êtes en contact régulier avec les informations de chez vous, de l'Afrique et du monde. Et au fur et à mesure, vous voyez que vous ne pouvez plus vous en détacher. C'est un plaisir pour vous de glaner les infos, de vous renseigner pour vos populations et ensuite aller en studio et donner. Et la satisfaction que vous donnez à vos auditeurs là qui vous appellent, « Ouh là là, j'aime bien votre présentation, oui j'ai bien aimé ce papier, oui j'ai bien aimé ce reportage », vous donne une satisfaction que vous ne pouvez pas décrire. C'est plus que de l'argent. À l'époque, j'étais tellement radio qu'un jour, ma femme m'a demandé, m'a dit non. Tu sais que tu as 2 épouses. J'ai dit, ah bon? Quelles 2 épouses? Parce que toi, il me dit, toi, tout ce que tu fais, c'est la radio. Où tu vas, à la radio. Et un jour même, il m'est arrivé, j'étais de service à Boulbinet. C'était un 31 décembre. Ma femme me dit, ah voilà, il s'en va encore, on ne sera même pas ensemble aujourd'hui. J'ai dit, si, on sera ensemble. Si tu fais la cuisine, si tu prépares quelque chose, amène tout à la radio là-bas, on va manger ensemble. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a amené le repas du réveillon à la radio. J'avais un petit teuf là. J'ai envoyé un de mes amis les chercher, les amener. On a fait le réveillon dans le hall de Boulbinet là-bas. Gagné le premier prix international de scénario radiophonique scientifique, organisé à Paris. Ça, la francophonie peut démentir si c'est faux. Parce que la CGT, c'est la francophonie, c'est eux qui ont organisé ça. J'ai battu et les Français, et les Canadiens, et les Sénégalais, et les Maliens. Tout le monde, j'ai mis tout le monde à terre. Quand les gens ont vu mon scénario, on dit, mais c'est le meilleur. Les Canadiens ont dit, ah, nous finançons ce projet-là. Ils m'ont donné 5 000 $ canadiens. C'est dans ça que j'ai acheté ma première voiture. Bon, premier titre de noblesse. Deuxième titre de noblesse, c'est avec Kadhafi. J'ai fait un truc sur Kadhafi. J'ai fait une émission sur Kadhafi. L'ambassade qui est à Conakry ici envoie directement le message à Kadhafi. Kadhafi dit, il faut venir avec ce journaliste, il faut l'inviter chez moi ici. Vous le voyez sur ma photo ici, c'est lui qui est derrière comme ça, lui et moi. Il m'a reçu où? À Sirte, le village où on l'a tué. C'est pourquoi j'ai une obligation morale d'écrire un livre sur Kadhafi.
il était une fois Kadhafi. Kadhafi m'a invité 4 fois chez lui, depuis qu'il a eu le texte de mon émission là. 4 fois. À chaque anniversaire de la Grande Jamaria, il dit à son ambassadeur, donnez-lui un billet, il faut qu'il vienne assister. Quand je viens là-bas, il dit, toi, je ne te reçois pas au palais, je t'envoie dans mon village à Sirte. Tu dois connaître qui est Kadhafi, où je suis né, comment j'ai grandi. Il dit, quand je gardais mes moutons, je pensais toujours, je rêvais toujours, un jour je vais prendre le pouvoir, je vais émanciper mon peuple. Il dit, toi, tu dois savoir qui est Kadhafi. Il m'a fait visiter toutes ces grandes réalisations. Alors quand j'ai vu son plus grand rêve, le fleuve artificiel, le plus grand fleuve artificiel du monde, moi aussi, il a donné un prix en forme de croix, de machin, comment je vais dire ça, en forme de chaîne. C'est les Sénégalais qui m'ont aidé à faire la chaîne. Les Suisses m'ont fabriqué le prix. Quand j'ai visité son fleuve artificiel, il a donné ça, c'est mon deuxième titre de gloire avec Kadhafi. Sur Radio à vie. Malheureusement, je ne vois plus très bien. Je ne peux plus aller lire un journal. Bon, les lettres dansent sous mes yeux. Ça, c'est la vieillesse qui fait ça. Mais la radio, je ne m'en séparerai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Et ça, je le dis avec beaucoup de conviction. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est avec plaisir que, comme si j'étais encore à la radio, c'est avec plaisir que je donne des cours dans certaines universités comme l'ISIC, où je suis encore radio. Parce que j'enseigne pratique radio, j'enseigne la diction, et voilà. Et cela me fait vraiment un grand bien. La radio, c'est mon média préféré, d'abord dans le contexte que je vis. Par rapport au contexte guinéen africain, c'est le média le plus efficace, le plus efficient. C'est le médium le plus proche des gens, le plus proche des communautés, le plus accessible. Et quoi qu'aujourd'hui, je rigole parce que j'ai vu quelque part où on dit qu'aujourd'hui, la télévision c'est devenu radio. Parce que malheureusement, le téléphone et les réseaux sociaux ont fait que les gens regardent de moins en moins la télévision. On est scotché sur nos téléphones et on suit la radio comme si on écoutait, on suit la télévision, pardon, comme si on écoutait la radio sans regarder les images. Mais le travail que fait la radio, il est le meilleur avec le traitement, la manière de traiter les infos à la radio, avec plus de détails, de précision. Pour moi, c'est le meilleur médium. La radio m'a beaucoup donné. Pas en termes d'argent, pas en termes de richesse. D'abord en termes de popularité. Je crois que mon nom est toujours senti avec... Dès qu'on dit mon nom, il y a quelqu'un qui réagit quelque part. Et il y en a qui s'étonnent encore de me voir aujourd'hui. Mais il vit encore? Je dis oui, je vis bel et bien. Ne pensez pas que je suis comme l'éphémère qui vient la nuit et disparaît le matin. Bon. Ensuite, comme vous m'avez demandé, est-ce que la radio, qu'est-ce que c'était la radio pour moi? J'y ai tellement consacré ma vie que j'ai été médaille d'honneur du travail. Pas par complaisance, mais parce que par assiduité, par amour, par engagement même dans mon travail et ma constance au travail et dans ce que je faisais. Et pour terminer, je dirais aussi que la radio m'a amené beaucoup de joie parce que j'ai participé à un concours international de reportage avec une cinquantaine de radios d'expression française organisées par le SURTEF. J'ai eu le premier prix. J'étais le lauréat et j'ai fait un grand reportage. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous l'amener, vous allez écouter. D'abord, ça va vous donner la chair de poule, parce que c'est sur un thème assez intéressant dont on ne parle pas tous les jours, la vieillesse. Comment vieillir, comment les gens vieillissent en Europe surtout, parce que c'était là mon terrain d'expérimentation. Et voilà,
Donc j'avais ça, j'ai eu ce premier prix-là. Donc ça a donné beaucoup de joie et ça m'a fait voir beaucoup de choses. Mon séjour en Union soviétique pendant 3 ans, mais je connais des choses extraordinaires. Quand on parle par exemple de la mosquée de Bukhara, Samarkand, en Kirghizie là-bas, mais ce n'est pas beaucoup de gens qui connaissent ça. La Grande Muraille où j'ai été en Chine, ce n'est pas beaucoup de gens qui y vont, si ce n'est pas les touristes. Mais en tant que journaliste comme ça, d'un pays comme le nôtre, où j'ai eu la chance d'aller visiter ça, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai un peu fait aussi le tour du monde. J'ai beaucoup voyagé. Non seulement à l'extérieur, mais aussi en Afrique. J'ai fait beaucoup de coins insoupçonnés. Comme je vous le dis, la preuve est que ce métier m'a apporté beaucoup de choses. La radio, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je veux dire que tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Même quand tu es balayeur, balaye bien, fais bien ton boulot, ça paye. Ça m'a apporté beaucoup de joie pour ça, justement. Parce que j'ai bien fait mon boulot, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a ouvert beaucoup de portes au niveau du ministère, de la communication, ailleurs, où j'ai pu avoir des opportunités et des reconnaissances. Des reconnaissances. Avec mon travail à la radio rurale, j'ai été décorée. Bon, on dira, bon, mais j'ai été décorée par la France. J'ai été décorée chevalier de l'ordre du mérite français, à cause du travail formidable que j'ai accompli lorsque j'étais à la tête des radios rurales de Guinée. Oui, je ne veux pas être ingrate, je ne peux pas dire. Les désagréments que j'ai eus sont tellement minimes que je ne peux pas en parler ici. Je préfère parler des bonnes choses. Je préfère, comme c'est de par ma nature, être positive. Dire que ce média m'a apporté le plus grand bonheur. J'ai rencontré ma moitié dans cette profession. Parce que mon époux aussi est journaliste comme moi. C'est vraiment, c'est ma vie. C'est ma vie, la radio. Ouais. Radio à vie, peut-on reprendre avec eux. Mama yo mama sina la 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 timuri sina la 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 timuri mama yo